Bonjour à tous, il y a quelques semaines vous avez dû voir dans les médias la réémergence des tensions entre la Serbie et le Kosovo. Le Kosovo souhaitait passer une loi qui visait principalement à limiter la circulation des véhicules avec une plaque d'immatriculation serbe, mais aussi d'autres limitations administratives. Cela a conduit les Serbes du Kosovo à bloquer les routes, ce qui a entraîné les autorités du Kosovo à fermer 2 points de passage frontaliers avec la Serbie. Et au nord, la Serbie a fait pression en déplaçant ses troupes. Mais après la crainte d'une escalade des tensions, il faut savoir que les manifestations ont commencé le 31 juillet, elles se sont finalement terminées le 1er août, et la loi a été reportée au 1er septembre, donc très bientôt, et d'où cette vidéo. Comme d'habitude, on va faire un focus vidéo, ça ne veut pas dire qu'il faut s'enflammer sur la question, peut-être qu'il n'y aura rien, peut-être qu'il y aura quelque chose. On est très loin des violences des années 1990, le contexte est localisé uniquement au Kosovo, qui est une région très particulière. On ne va pas revenir sur la légitimité ou non de cet État, il est en place, il a des soutiens importants, il faut donc le considérer dans une dimension géopolitique, c'est-à-dire la transformation des espaces géographiques. C'est un État non reconnu par une majorité de pays, formé à l'issue de la guerre du Kosovo qui s'achève en 1999 et d'où le Kosovo émerge avec le soutien de l'OTAN aux Albanais de l'armée de libération du Kosovo. Le Kosovo a été administré par une mission de l'ONU puis une mission de l'Union européenne et progressivement un gouvernement kosovar se forme depuis 2008. L'OTAN a d'ailleurs une mission permanente sur place depuis 1999 qu'on appelle la KFOR, qui compte quelques milliers d'hommes et est censée éviter toute remontée des violences. Alors quels sont réellement l'historique des tensions entre la Serbie et le Kosovo et comment est-ce qu'on peut les nuancer ? Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, les deux pays sont dans une phase de normalisation des relations avec des accords signés par l'Union européenne en 2013, des accords garantis par la mission de l'OTAN. La Serbie n'a de toute façon pas trop le choix, elle a complètement été brisée par l'éclatement de la Yougoslavie dans les années 90, c'est une enclave en plein cœur de l'Union européenne et de l'OTAN qui a très peu de marge de manœuvre. Donc, une des motivations de ces accords de normalisation, c'est aussi de rejoindre l'Union européenne pour essayer de bénéficier à minima de sa situation géographique et se désenclaver au moins économiquement. L'affaire des plaques d'immatriculation qu'on a eue il y a quelques semaines, elle couvre en fait depuis septembre 2021, au moment où les autorités kosovardes ont annoncé pour la première fois qu'elles ne renouvelleraient pas un accord vieux de 10 ans avec la Serbie pour reconnaître ces plaques d'immatriculation au Kosovo. Vous vous doutez bien aussi que la dispute sur les plaques, elle ne se limite pas à ça, elle puise en réalité dans des divisions beaucoup plus profondes qui expliquent pourquoi tout cela a généré des tensions et a failli dégénérer. On a donc dans un premier temps la dimension ethnique. Une grande majorité de la population du Kosovo est d'ethnie albanaise et musulmane, alors que la Serbie est en grande partie ethniquement serbe et chrétienne. À cette division entre les deux pays, on peut aussi ajouter des divisions internes au Kosovo, c'est-à-dire que plus de la moitié de la minorité serbe du Kosovo est concentrée dans la région la plus au nord de Mitrovica, à la frontière de la Serbie, ce qui la distingue ethniquement du reste du Kosovo. Et en plus de cela, on a aussi de plus petits groupes de minorités serbes qui sont répartis dans des poches du reste du Kosovo. Vous y ajoutez ensuite la question de la légitimité du Kosovo en tant qu'État indépendant, et on obtient là le parfait bouillon pour une crise qui peut dégénérer à n'importe quel moment. La notion ethnique, on va beaucoup y insister dans cette vidéo, car dans les Balkans, c'est le centre de la politique. On fait appel à l'ethnie plus qu'à la nation, qui n'est pas homogène et qui est un concept encore largement abstrait. La politique identitaire est donc au premier plan, et c'est pour ça que les décisions qui sont prises peuvent aussi vite dégénérer. Les concepts géopolitiques des pays s'entrechoquent entre eux, on a par exemple le concept de Grande Serbie, qui veut réunir toutes les minorités serbes dans un ensemble défini, on a le concept de la Grande Albanie, qui veut faire de même avec les minorités albanaises et musulmanes, etc. etc. Chaque pays se méfie donc de ses minorités, mais veut aussi utiliser ses propres minorités à l'extérieur. Cependant, les appels à l'identité ethnique sont à voir davantage comme un moyen d'obtenir un soutien politique local, d'établir des positions de négociation solides, etc., etc., ce qui rend donc la possibilité de création d'une grande Serbie ou d'une grande Albanie très peu probable, mais cela contribue tout de même à exacerber les tensions. Et si on veut d'ailleurs parler de tensions, il ne faut pas nécessairement se tourner vers le Kosovo, mais c'est plutôt la Bosnie qui représenterait le plus grand risque d'un éclatement. Il faut savoir que le pays contient une minorité serbe très importante.
le gouvernement est décentralisé et scindé en deux entités largement autonomes. Vous avez d'un côté la fédération majoritairement bosno-croate de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska dominée par les Serbes. La présidence est aussi tripartite, c'est-à-dire qu'il y a en Bosnie un président pour chaque ethnie, donc un Serbe, un Croate et un Bosniaque. Le pays en tant qu'entité entière est ingouvernable, le système est imparfait, mais c'est là la solution de paix qui a été négociée par les États-Unis pour mettre fin à la guerre de Bosnie. Tout cela bien sûr au prix de paralyser le pays et de maintenir les distinctions ethniques qui risquent toujours d'exploser, mais pour le moment c'est ce statu quo qui semble fonctionner. La Republika Srpska, donc, par exemple, elle menace régulièrement de retirer sa république des institutions nationales de la Bosnie pour ensuite se rattacher à la Serbie. C'est un souhait qui peut être considéré légitime, dépendamment du point de vue, et si cette décision venait à se concrétiser, cela rendrait les accords de paix caducs et pourrait reconduire à la guerre. En retour, les États-Unis, mais aussi par exemple le Royaume-Uni, sanctionnent régulièrement le président de la Republika Srpska, et tout cela ne fait que contribuer à entraîner une volonté de séparatisme de la part de la Republika Srpska qui est de son point de vue opprimée dans son choix de décision. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait nuancer ces tensions et ce facteur de crise dans les Balkans. Le seul facteur de paix dans les Balkans à l'heure actuelle qui fait que la situation n'a pas encore dégénéré depuis maintenant plus de 20 ans, c'est que les pays souhaitent intégrer l'Union européenne, donc reçoivent une aide et du financement économique occidental et dans certains cas des garanties de sécurité. Mais ils doivent en retour apaiser les tensions interethniques et mettre fin aux discriminations ou encore à la corruption, qui est très importante dans ces États. Plus important encore, chaque pays de la région est soit déjà membre de l'Union européenne, par exemple la Croatie ou la Slovénie plus éloignée, soit un pays candidat officiel, c'est-à-dire engagé dans des négociations en cours avec Bruxelles. On a par exemple l'Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, mais aussi la Serbie. Et on a également le cas de la Bosnie, qui est un pays potentiellement candidat. L'Union européenne, on ne la rejoint pas aussi facilement qu'on pourrait le penser. Je vous renvoie à notre vidéo qu'on avait faite, l'Ukraine peut-elle rejoindre l'Union européenne ? Et tout est expliqué là-dedans, le processus, le statut de candidat, etc., etc. Donc allez voir cette vidéo. L'Union européenne, elle est aussi déjà le principal partenaire économique de ces pays. Bruxelles et les différents pays de l'Union représentent la majorité des échanges et une grande partie de l'aide financière qui afflue vers les Balkans. Donc vous le voyez, il y a des tensions à limiter et à influencer. D'un côté, les États-Unis qui se veulent garants de la sécurité dans les Balkans, de l'autre, une influence plutôt politico-économique de l'Union européenne qui jusque-là arrive à maintenir les problèmes dans une impasse. Et c'est bien parce qu'ils sont justement dans une impasse que ces problèmes ne dégénèrent pas pour le moment en crise majeure. Ensuite, je vais arrêter cette synthèse-là sur la situation globale des Balkans et on va plutôt se pencher dans la lutte d'influence. Donc on a parlé de l'influence des États-Unis, de l'Union européenne, mais il y a aussi la Russie, qui elle a une influence historique dans la région. On en avait parlé dans notre vidéo sur la Médor, la Méditerranée orientale et la stratégie de la Russie dans cette zone. La Russie a toujours considéré les Balkans comme faisant partie de sa sphère d'influence depuis le XVIIIe siècle, puis au XIXe siècle où la Russie a été une des grandes puissances, pour ne pas dire la grande puissance, à appuyer l'indépendance des peuples des Balkans face à l'Empire ottoman. L'influence de la Russie aujourd'hui, elle est surtout prononcée en Serbie, avec laquelle la Russie elle partage des liens historiques plus forts. Mais la Russie maintient aussi un jeu d'influence mineur, que ce soit par exemple en Bulgarie, en Grèce ou encore au Monténégro. Le but de la Russie, c'est d'éviter que ces États de la région ne s'alignent trop vers l'ouest. Et il y a aussi, de la part de la Russie, un profond sentiment de revanche sur la guerre de Yougoslavie, où la Russie, qui était en ruine à l'époque, n'a pas pu intervenir aux côtés de son allié serbe et a dû se contenter de le regarder se faire dépecer avec des traités supervisés par les États-Unis. Il y a aussi la notion de protection du monde orthodoxe, de panslavisme, etc., etc. Et on va pas rentrer dans le sujet plus que ça, cette vidéo comme d'habitude est surtout là pour synthétiser l'ensemble. Donc c'est pour cela que la diplomatie russe est très catégorique quand il s'agit des Balkans et surtout quand il s'agit de la Serbie. Et elle monte très rapidement au créneau quand la situation dégénère. Serbie qui en retour est donc moins encline à se plier à la bonne volonté des accords signés à la fin des années 90
est plus encline à remettre en question les traités de paix des guerres de Yougoslavie. Vous commencez à comprendre un peu le jeu politique. Et d'ailleurs, la Serbie n'a pas sanctionné la Russie pour donner suite au lancement de son opération militaire en Ukraine à partir du 24 février. Mais la Serbie a soutenu en revanche d'autres sanctions contre les mandataires russes et a voté en faveur de plusieurs résolutions de l'ONU condamnant l'invasion de l'Ukraine. En fait, le président actuel serbe, donc Vučić, sillonne entre la Russie et l'Occident pour atteindre ses objectifs politiques. D'un côté, la Serbie est le plus grand bénéficiaire régional des fonds de préadhésion à l'Union européenne, mais en même temps, elle a récemment signé un accord gazier avec Moscou. Il doit montrer que la Serbie a tourné la page de la guerre de Yougoslavie, mais il doit dans le même temps protéger les minorités serbes. Il doit montrer que la Serbie chemine vers une adhésion européenne, mais il doit dans le même temps répondre aux sympathies pro-russes de nombreux Serbes, et c'est là la grande difficulté de la présidence en Serbie. Avec l'intensification du conflit en Ukraine, cela permet à la Russie d'envisager de moins prendre des pincettes pour mener à bien la protection de ses intérêts et développer sa zone d'influence dans les Balkans. Mais de l'autre, l'OTAN se renforce également et se recentre sur les périphéries de la Russie. Vous le voyez donc, pour les deux alliances, l'affaire en Ukraine est à double tranchant. Dans les faits, il y a bien une lutte d'influence entre les blocs occidentaux et russes, qui est bien présente, mais la réalité du terrain semble davantage propice et ouverte au dialogue dans une région encore largement maintenue par la diplomatie américaine et l'économie européenne, sans même parler de la force de l'OTAN, qui agissent en concert et qui permettent de stabiliser la région, malgré de nombreux problèmes en suspens. Reste à voir pour combien de temps. Ensuite, il y a un autre partenaire, très bref celui-là, mais il fallait quand même le citer, c'est la Turquie. La Turquie, c'est l'ancienne puissance dominante de la région via l'Empire ottoman. Elle a conservé des liens historiques et particulièrement dans les pays à majorité musulmane comme l'Albanie et la Bosnie. La Turquie, elle a principalement un rôle d'investisseur dans ces pays, mais aussi au niveau de l'influence sur le plan religieux en diffusant et en faisant la promotion de son islam. L'adhésion de la Turquie à l'OTAN et ses liens commerciaux étroits avec l'Union européenne permettent à la Turquie de mener ses activités sans susciter de craintes particulières, surtout que la Turquie, un peu comme elle se veut le médiateur actuel dans le conflit en Ukraine, favorise le statu quo et les accords de paix post-guerre de Yougoslavie, donc ce n'est pas un élément perturbateur plus que ça, surtout que son influence reste très localisée, je l'ai dit, en Albanie et en Bosnie musulmane. Celui qu'on attendrait peut-être le moins, quoique, c'est la Chine. La Chine, elle représente aussi un défi, principalement sur le plan économique, mais de plus en plus aussi sur le plan politique et militaire. Une grande partie de l'influence de l'Union européenne dans les Balkans réside dans les vastes avantages économiques, je l'ai dit, que l'adhésion apporterait. Mais plus le processus d'adhésion prend du temps, plus il est probable que les États des Balkans commenceront à chercher ailleurs des liens économiques. Une lacune que la Chine est prête à combler, bien évidemment. Et ces dernières années, la Chine a d'ailleurs investi dans la région, en particulier en Serbie. Elle a investi à hauteur de milliards de dollars par an. Et contrairement à l'aide de l'Union européenne et des États-Unis, qui sont souvent conditionnés à la lutte contre la corruption ou au renforcement de l'état de droit, etc., l'aide financière de la part de la Chine est assortie à aucune condition, ou très peu. Ce qui la rend particulièrement attrayante pour les bénéficiaires régionaux, mais vous le savez, c'est déjà ce qui se passe aussi en Afrique. Au-delà de l'économie et sur le plan diplomatique, même si la Chine est encore très loin de la Russie, elle a également commencé à s'engager dans la politique, les affaires militaires de la région, et cela a été particulièrement notable en avril, lorsque des avions militaires chinois ont livré un système de défense aérien à la Serbie. Alors, ça reste une goutte d'eau, un échantillon, mais c'est très symbolique et c'est une affaire qu'il faudra suivre sur la durée. Il y a aussi des mises en garde importantes à ce récit, bien que les investissements chinois dans la région aient augmenté, ils sont encore très loin du niveau des investissements de l'Union européenne, bien sûr. Par exemple en Serbie, qui est le plus grand bénéficiaire des fonds chinois dans les Balkans, eh bien on estime que les investissements chinois ne représentent qu'1% du total des investissements directs étrangers en Serbie, là où l'Union européenne en représente 70%. De plus, les prêts chinois peuvent être assortis de moins de conditions, mais leurs conditions sont également très opaques et difficiles à rembourser, ce qui finit par piéger parfois les emprunteurs. Tout cela reste très restreint pour le moment, les pays des Balkans ne sont pas non plus dupes, mais voilà, le jeu d'influence de la Chine devait être mentionné je pense, et on le reverra sans doute dans les décennies à venir.
Et pour terminer, eh bien, la politique de la Serbie, tout simplement, c'est une politique qui est très opportuniste. C'est-à-dire qu'au final, la Serbie n'est ni liée à la Russie, ni à la Chine, ni à la Turquie, ni à l'Union Européenne, mais elle suit sa propre politique, et d'un point de vue réaliste, elle n'a guère le choix que de se tourner progressivement vers l'Occident, à moins qu'il y ait un changement brutal au sein de l'Alliance. Et d'ailleurs, la Serbie a un plan d'action individuel pour le partenariat avec l'OTAN, et c'est une des formes de coopération les plus proches qu'un État non membre puisse avoir avec le bloc. Donc encore une fois, la position de la Serbie comme membre anti-OTAN est à nuancer, et ce malgré les précédentes guerres de Yougoslavie et malgré les bombardements de l'OTAN sur Belgrade dans les années 90. J'espère donc que cette vidéo vous aura appris à nuancer les conflits interethniques dans les Balkans actuellement, vous aura aidé également à comprendre les différents enjeux, c'est-à-dire que les pays à la fois veulent puiser d'un côté dans la machine occidentale, mais il y a aussi l'influence de la Russie, et il y a de plus en plus l'influence de pays tiers, donc notamment la Chine. Peut-être qu'à terme, il y aura également d'autres pays investisseurs dans la région, je pense par exemple à l'Inde. Là où le conflit en Ukraine va être intéressant et peut-être décisif dans la future composition des Balkans, ça va être en fonction du grand gagnant de la guerre en Ukraine, alors où le conflit va totalement se geler, où il y aura un gagnant qui va véritablement se démarquer. Mais si par exemple le bloc occidental est de plus en plus fragilisé, cela ferait peser un risque plus lourd sur des problèmes qui pourraient dégénérer en crise au sein des Balkans. Alors tout cela pour le moment, on en est encore loin, mais ce sont des hypothèses qui peuvent rester plausibles. N'hésitez pas à faire monter l'algorithme YouTube avec un j'aime, un commentaire. Notre revue numérique de géopolitique est disponible via le lien en description. Le prochain numéro d'ailleurs, qui a un focus sur la Chine dans l'Indo-Pacifique, va paraître très prochainement début septembre. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc principalement Telegram, Discord, mais aussi Facebook ou Instagram. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine.